Le format du manifeste révolutionnaire, c'est venu assez intuitivement en fait. Quand la question de la forme s'est posée, j'ai ressenti assez vite le besoin de créer un univers un peu complet. Ça venait de deux choses. Il y avait la première voix que j'ai écrite, c'était la voix d'Alex, le protagoniste qui narre à la première partie du roman. Ensuite, j'ai écrit pour la deuxième partie la voix de Valencia, parce que je sentais le besoin d'exprimer ce récit à travers le point de vue d'un autre membre du collectif. Et je voulais pas étaler ce récit à travers trois voix parce que ça me semblait trop nombreux, mais je sentais le besoin quand même de faire entendre celle d'Elena. Et du coup, ça a paru assez évident d'exprimer ça à travers le manifeste révolutionnaire qu'elle écrit au cours du roman. Mais il y avait aussi la volonté, donc comme je disais, de créer un univers un peu plus complexe autour du récit des personnages. J'avais envie de donner l'impression que le récit qui traverse toutes leurs péripéties n'ont pas plus de valeur dans le monde dans lequel ils se trouvent qu'un fait divers en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de formes qui traversent comme des pièces de théâtre, des fausses brèves de journaux. Et je dis ça comme si c'était très conceptuel et prévu à l'avance, mais ça arrivait assez intuitivement au cours de l'écriture. Mais le manifeste révolutionnaire vient s'inscrire un peu dans cette démarche-là aussi, de juste donner plus de matériaux narratifs. Je pense que ce sera pas une réponse très surprenante, mais je me sens proche de tous mes personnages, c'est un peu tous mes enfants. Et je suis obligé en tant que parent de les aimer équitablement. Maintenant, il y en a qui sont plus représentatifs de qui je suis aussi. Je crois que je suis plus proche des personnages qui sont écrits à la première personne, donc Alex et Valencia, dont l'un contient plus des côtés blasés et cyniques et perdus de ma personne, et Valencia, j'imagine, un côté plus aimant et sensible. On est parti sur un collectif pur jus. Tout le monde fait tout, toutes les décisions doivent être prises à l'unanimité. Après 3 mois de délibération, on a fini par se mettre d'accord sur un nom. Parmi les propositions se démarquaient collectif Colcause, collectif individuel, le Col et Tif et collectif Enfant Lunaire. Mais le consensus mou nous avait adoubé collectif Jeudi. On voulait participer à un petit festival de création étudiante qu'Elena avait déniché sur le tableau d'annonces poussiéreux de la fac. Le rendu était dans un peu plus d'1 an, on avait le temps. Le festival était centré sur le thème La Rue. Et il nous a fallu 3 autres mois de débat pour se mettre d'accord sur un titre pour notre spectacle. Stalingrad. L'idée venait de David et on s'est dit que ça en jetait, alors on a gardé. Pour ce qui était du contenu, c'était une autre histoire. S'il avait eu la satisfaction de pouvoir nommer le spectacle, David n'a pas supporté l'aspect communautaire de l'écriture bien longtemps. C'est un pluvieux jeudi matin de mars qu'il a décidé de nous annoncer son départ du collectif. Elena, Valencia et Samuel ont essayé tant bien que mal de le dissuader, et moi j'ai fait semblant, mais malgré tous nos efforts réunis, le dramaturge a pris un dernier café en notre compagnie avant que sa tasse ne disparaisse définitivement de la table basse de Valencia. Amputé d'un 5e de nos effectifs, il nous restait encore quelques mois pour compléter un spectacle qui existait à peine au-delà de son titre. L'idée de base de David, c'était de faire un parallèle entre le chaos des rues de Stalingrad en guerre et une forme de lutte plus actuelle contre le capitalisme néolibéral. Le tout ressemblait à une parodie d'agitprop soviétique des années 20. Le départ de David signifiait qu'on pouvait enfin remanier librement son magnum opus, encore fallait-il trouver comment. Fidèle à nos principes, on a fait durer la décision sur 3 mois. L'ensemble est devenu plus performatif, plus abstrait, métaphorique, métaphysique, allégorique, expressionniste et peut-être un peu, quelque part, élitiste. Ce qui était tellement limpide au départ se retrouvait écrasé par le sang, c'est l'art, c'était lourd à jouer et c'était chiant à voir. Le festival nous a donné 3 dates à la rentrée universitaire, les retours étaient terribles. Certains trouvaient ça mou, d'autres trouvaient ça opaque, bordélique, que ça manquait de rythme. L'unique point positif était l'ambiance musicale de Samuel. On lui disait que c'était violent, menaçant, pile comme il faut. Notre prof d'histoire de la scène est venu le féliciter expressément. Ça le flattait bien, le coquin.
Il s'est mis l'idée en tête que c'était cette violence qui manquait, qu'elle était l'esthétique essentielle du spectacle. Alors bien sûr, il a voulu pousser le curseur à fond. Lors de la scène finale de Stalingrad, le personnage de Karl Maria Willigut, ésotériste de la SS à la présence anachronique pour laquelle David nous aurait fustigé, étripait un jeune poussin lors d'un pseudo-rituel irministe, scène qui était pour nous d'une importance symbolique capitale car représentant le sacrifice de la jeunesse du XXe siècle sur l'autel du fascisme. Avec du recul, la dague en plastique, le poussin en peluche et l'autel sacrificiel en carton couvert de runes aléatoires peintes à la main ne donnaient peut-être pas au tableau la gravité et l'élégance qu'on lui imaginait. Sam, qui interprétait le sorcier, s'en était peut-être déjà rendu compte à l'époque. Dans un élan Alice Cooperesque, il nous a tous fait la surprise de répandre sur le plateau les entrailles bien réelles d'une pauvre petite bête jaune sans défense.